Clémence Lafont, directrice marketing et opérations de Microsoft en France, et je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui à Microsoft Experience et de vous accompagner tout au long de cette plénière. Et tout d'abord, un grand merci à vous. Vous êtes venus très nombreux, vous nous avez rejoints pour Microsoft Experience pour découvrir des exemples concrets qui illustrent l'intelligence numérique. Alors vous le savez, Microsoft Experience n'est pas l'événement de Microsoft, c'est celui de tout notre écosystème numérique. Aussi, je voudrais prendre quelques instants pour remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent et qui font de Microsoft Experience l'événement que c'est. Sur le stand de nos partenaires dans le village, sur celui de nos startups, très présentes cette année, lors de l'IA Academy ou encore au travers des 200 sessions que nous allons animer tout au long de ces 2 journées, vous allez pouvoir découvrir des exemples concrets de l'intelligence numérique en action grâce aux chatbots, aux services cognitifs, grâce à la réalité augmentée, la réalité virtuelle, mieux encore, la réalité mixte, grâce aux plateformes collaboratives telles que Teams, qui permettent d'accompagner des nouveaux modes de travail. Et puis également, grâce à l'Internet des objets, amplifié, magnifié par l'intelligence artificielle. Et bien d'autres choses encore. Le rythme de maturation des technologies, des innovations, n'a jamais été aussi rapide. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est bien comment les organisations doivent s'adapter pour tirer parti de ces innovations. Aussi, au travers de ces 2 journées, bien sûr, nous allons répondre à la question du comment ces innovations peuvent nous aider, mais aussi du comment les organisations, la culture des entreprises, le management doivent s'adapter pour en tirer pleinement profit. Alors, sur tous ces sujets, Microsoft a beaucoup de convictions. Mais nous avons aussi une mission qui a été définie par Satya Nadella, notre président, et qui est très ancrée dans notre quotidien. Et cette mission, elle est écrite sur notre badge. Et je vais vous la montrer. Bon, alors là, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué. Je vais chercher un peu d'aide. Voilà. Empower every person and every organization on the planet to achieve more. Permettre à chaque organisation, à chaque individu sur la planète de réaliser ses ambitions, de réaliser son plein potentiel. Dit ainsi, cela peut paraître peut-être ambitieux. Mais pour autant, je peux vous assurer que cette mission, elle est très ancrée dans notre quotidien. C'est une ligne directrice qui conduit et qui questionne chacune de nos innovations. C'est le cas, par exemple, sur les plateformes de collaboration. Nous avons mené de très nombreuses innovations pour aujourd'hui offrir un environnement qui permette de répondre à tous les scénarios de collaboration possibles, qui permettent d'accompagner l'évolution des modes de travail au sein des organisations et finalement aider à une créativité collective accrue. C'est également le cas dans le domaine de la confiance numérique, qui bien sûr passe par des engagements très forts en termes de sécurité, surtout dans des environnements cloud, qui bien sûr passe par des engagements très forts en termes de respect de la confidentialité des données qui nous sont confiées, mais qui passe aussi par une relation de confiance tout court. Et cette relation de confiance, nous l'exprimons dans notre relation de proximité. C'est pour cela que depuis maintenant plus de 30 ans, nous investissons en France avec nos partenaires. C'est pour cela que depuis plus de 15 ans, nous investissons dans l'écosystème de start-up. C'est pour cela également que dans quelques semaines, nous accueillerons sur notre territoire des data centers qui vont nous permettre d'offrir nos services au plus près de vous, au plus près de vos besoins. Et puis bien sûr, cette mission, elle nous offre un cadre très précieux à l'heure où l'intelligence artificielle, les usages de l'intelligence artificielle se généralisent. Et dans ce cadre-là, la question que l'on se pose véritablement, c'est la complémentarité entre l'homme et la machine. Et là encore, Microsoft a des convictions très fortes. Nous avons la conviction que l'intelligence artificielle doit permettre d'amplifier l'ingéniosité humaine et en aucun cas de nous remplacer. Alors ces convictions, vous allez les entendre tout au long de cette plénière au travers des interventions de Peggy, de Bernard, mais également au travers des retours d'expérience de 3 entreprises qui se transforment et qui transforment véritablement leur métier, leurs organisations
et leur modèle économique. Mais avant de démarrer, vous avez peut-être remarqué que je n'étais pas seule sur scène. Je voudrais vous présenter Guillaume Chauchin, qui est notre live sketcher et qui va utiliser son crayon, enfin je devrais plutôt dire le stylet de sa Surface Studio, pour illustrer, avec humour, nous l'espérons, tout au long de cette matinée, nos échanges. Guillaume, tout va bien? Impeccable. Est-ce que tu es déjà, je vois que tu es un peu inspiré. Ah ben oui, ça y est, ça commence. Guillaume démarre. Ça va être de plus en plus pointu. On va voir ça. Voilà, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir maintenant à mes côtés celle qui contribue significativement à la transformation de Microsoft au niveau mondial, puisqu'elle pilote nos activités de business development et en particulier nos activités de partenariat et d'acquisition. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Peggy Johnson. Hi, Peggy. It's so good to have you here. I'm really thrilled and honored, actually, by your presence with us today for Microsoft Experience. Peggy, you've been recently awarded by Business Insider as the most powerful female engineer in 2017. As an engineer myself, I'm very proud of that and very proud of you being at Microsoft. So maybe to start, can you tell us a little bit more about your background? Sure, Laurence, and thank you again for having me here. It's just a joy to be here with all of you. I am an engineer by training. I went to university in San Diego, and for those of you who don't know, San Diego is a Navy town, kind of a military town, and so my first job was at General Electric, and I was coding anti-submarine software for surface ships. It was an interesting job. And at some point, General Electric said, you're going to need to move from San Diego to upstate New York. And upstate New York is the northeast part of the US, very snowy, and I was living in San Diego. You don't want to get there. No, very sunny place. And that's when I came to Qualcomm. And that was really my longest serving job, 25 years at Qualcomm, the wireless company in San Diego. But really, through the years, I changed from being an engineer through more different hats, program management, things like that, and eventually came into a business role. But I would say the engineering training that you and I had, the problem solving, I kept that with me through all those many hats, and I use it every day, even today in my role. So 25 years at Qualcomm, you were mentioning that. Why did you take the leap from Microsoft? What happened? Yeah, it was quite a leap, because, as I said, San Diego is pretty sunny, and Seattle is not. So, but I think like everybody in the tech industry at the time, this was, it was the first part of 2014. I was watching what was happening on the Microsoft campus. Satya Nadella was new in his role as CEO, and he made the startling move to put Microsoft's Office onto iOS and Android platforms. It was amazing, and that sort of had all of us pop our heads up and say, what's going on up there? And then out of the blue, I got a call from a recruiter at Microsoft and asked if I wanted to come and run business development for the company. And I thought, you know, in 25 years at Qualcomm, I had never answered a recruiting call. And I kind of thought about this when I thought, I'm just going to go listen. I'm not going to do anything about it. And I listened, and then they said, why don't you come up to the campus? And there was just this vibrancy on the campus that was so exciting. And I met with Satya, and he was talking about a mobile-first, cloud-first world. And it just resonated with me, and I was super inspired by the mission statement to empower every person and organization on the planet to achieve more. And I thought, no company is better positioned right now than Microsoft to do that. And I just wanted to be a part of it. So I took the leap, and I live in Seattle now. Excellent. Thankful for that, to have you with us. So Satya recently wrote a book called Hit Refresh, which is arriving in France right now. And through this book is really talking about the transformation Microsoft is going through. As you've been very close to that transformation and deeply engaged on it, can you tell us a little bit more about the why and the how of this transformation? Yeah, so I think what
people don't realize is that Microsoft is over 4 decades old. We've been around for a while. And we, just like many of the companies in the audience today, are facing those same issues of disruption. You know, how do you navigate the different technologies that are coming at you? How do you keep up with the trends? And if you look at where Microsoft was, we were going from box software for PCs really to the cloud. And even looking beyond, we were looking to infuse artificial intelligence into all of our applications. So we were going through our own transformation, and we not only had to have a change in our strategic approach, but we needed a cultural transformation as well. And Peter Drucker, the management professor, famously said, "Culture eats strategy for lunch." And it's so true. And I think that really hit home for Satya himself when he read the book Mindset by Carol Dweck. She's a Stanford psychologist, and she wrote about this idea of having a growth mindset, going from a know-it-all culture to a learn-it-all culture. And she talked about if you had 2 of those characters in a room, really the learn-it-all would go further. At the end of the day, they would succeed even if they came from a deficit. And so he asked that the company as a whole embrace this idea of a growth mindset. And we have, from the top down, and it's allowed us this new freedom to innovate and to bring new solutions to our customers. And I think it was really epitomized in a book that Satya asked us all to read, our management team. And it's a very Seattle-centric book, but it was about the rowing team from University of Washington, and they worked very hard and amazingly went to the Olympics in Berlin back in the 30s and won a gold medal. And in the book, it talks about each of the people in the boat working together in what they call the swing of the boat. And if you're all pulling for the same thing and you're all pointed in the same direction, you can just get so much more done. And that was another sort of wake-up call to all of us. You really need to work together if you're going to be able to navigate everything coming at you as a company. Okay. And so out of this journey, I would say, what are the key lessons you learned that you think would be helpful sharing with this audience and people who are also going on massive transformation journeys right now? These journeys are tough, first of all. And so we understand what everyone's going through as you have to choose and navigate your way forward. But I think one of the biggest things that I've watched and I've grown from is this idea of embracing failure. And in the tech industry, there's the mantra, fail fast, fail fast. But it's really about failing fast, first of all, recognizing that you're failing, getting through that point, and then how you respond to that failure, how you react to that failure. It's super important. I think an amazing example of that is something that Microsoft went through last year. We had introduced a chatbot, and for those of you who hadn't heard about it, you might have heard about it. The name was Tay, very famous story last year. And essentially, Tay was an AI-powered chatbot. And through natural language input, you could ask it questions, and it would learn about you over time, and it would tune its answers to you. It's kind of a social phenomenon. And so the team worked very hard on it, and we launched it on Twitter. And within 24 hours, it turned into an offensive, it learned, unfortunately, poorly from a group of people who had targeted it. And they had taught it to say offensive things. And we quickly pulled it down, and we directly came right out and said to all of the users, people who had been offended by it, we're sorry, first of all. We took the high road and said this was a problem, and we won't let that happen again. But I think more importantly was the team who built it. Of course, they were devastated, but Satya wrote this amazing note to them, and he said, look, take the criticism, but we have to have empathy through this. Keep going. Know that I'm behind you. We're on to something good. And the team took confidence in that. They felt good about that. And they said, okay. Because they'd built actually a very, very powerful tool. And they went back and they retuned it a little bit.
And they relaunched it earlier this year on the Kik platform, and it's called Zoe now. And I'm a good friend of hers. I use it a lot. You're a little bored, you take that out. You can talk to Zoe, who's my friend and has learned quite a bit about me. And it's just an entertaining, social, fun thing to do. But it taught us quite a bit about how to train these algorithms and to do so in the right way. And the team, it was emboldened, and they came back, and they had a successful launch. So it was all good in the end. And I think it's a great story of how leadership also can help effectively fail fast, learn from that, and move on. Yeah, exactly. And it's and you know, the whole company watched that, and that gives you the confidence to keep pushing and to keep trying new things. Because if you stop trying, you stop innovating. Don't innovate, yeah. Super important. So Peggy, back to your current role as business development. Obviously, we've seen quite a few small and big acquisitions over the past 3 years. Yeah. Can you tell us the role of acquisitions in Microsoft strategy right now? How do you position that in the roadmap to transformation and innovation? Right. So in the biz dev role at Microsoft right now, we're really about creating inorganic growth for the company and solving problems that our customers have. So that's sort of the remit of business development. But when we think about growth, we have a growth curve that our different groups are marching forward. They're incrementally growing through organic growth. They may introduce new features into the product, and there's a growth curve that are on. For biz dev, our job is to be a catalyst for growth and to take that growth curve and bend it and try and accelerate the growth. And I usually do that through 3 ways. You mentioned acquisitions. We also do it through investments and through partnerships. And it's an important role because it brings back signal as I'm out there sort of at the front of the curve, if you will, and we're listening for different signal and different opportunities in the industry, and then we say, which of those levers should we pull? A good example of that is a company that we were introduced to last year. And you talk about signal, it was a very faint signal. It was a small AI company based up in Montreal, and they were working on something called machine reading comprehension. And it's this idea of having the ability to ingest a lot of data and then to comprehend it and have a person through natural language ask a question of it. So it's like the tests that we had in high school when they would give you a paragraph and you had to try and understand what it meant. They'd ask you a question to know that you knew exactly what that paragraph had said. And so this is the area that they focused on. And we had met them through a series of startups we were looking at one day, and it was an amazing company, and we thought, you know, we were going to make an investment. We said they've got some great talent. They've got some great tech. They can fill some gaps that we had in our own effort in the AI area. And we ended up pulling the trigger and purchasing them. But it also brought us a new signal from Montreal itself. Actually, it's very similar to Paris here, because you have quite an AI community here as well, and that we wanted to tap into. And we now are based up near Université de Montréal. We have people on the ground. We've added more people to that team. We've started a fund called AI for Good. So we've got a lot of activity in an area that's growing some terrific talent, and now we're present with it. So from a very faint signal, now they've become part of our AI team, and they're helping us get to the next level with AI. Yeah, and we can see a lot of, actually, at the moment, a lot of momentum in Canada and in Montreal around AI, so I think it was good we started there as well, this venture and yeah, so we put some roots down and said, you know, this is something that we want to learn more about. We could have picked them up and moved them to Seattle, which is sort of something we'd done in the past, but it was a big change for us to say, you know, you're going to stay right there. It's a good thing for us. It's bringing us great signal. So in your activity, we mentioned some acquisitions. You're also dealing with partnerships. Yes. You obviously had recently a partnership which caught the attention, I would say, of the market, thinking about the partnership with Amazon, Yes. Alexa and Cortana. When you think about partnerships, what are the most important criteria you're really looking at when you decide to engage on a partnership with another company, which can be, by the way, a competitor in some other areas? Right. So
For a long time, the industry and Microsoft sort of had the view of partnerships as kind of a zero-sum game. You know, you wanted to get the most out of that partnership. And if I got more, you got less, kind of a thing. And it's not really sustainable in the long term. And as our culture was changing, our view of partnerships changed as well. And we thought, you know, there's a lot of companies in this industry, and some we are competitive with. But if we went to the point of view of our joint customers, we put ourselves in the joint customer's shoes, and we said, what can we do better for that joint customer? That led us to some surprising new partnerships, even with companies that we may have some area of overlap or competitiveness. And what we did is we've worked with several partners over the last few years that you might find rather surprising. Companies like Box and Dropbox, who have a competitive product to our OneDrive. But if our customers are using both our products and their products, and it makes them have a better experience by integrating the two, we were going to integrate the two. Creating joint value for our customers first. Exactly. That's really what drive those, and so rather than maybe the old version, we would fight over a piece of the pie, we wanted to grow the entire pie for all of us. It's really a win-win-win. Win for our customers and win for the two of us, the partner, and for Microsoft. And that's our approach going forward. You mentioned the engagement that we just had recently with Amazon, maybe also a surprising partnership. But for those of you who missed the announcement, our two personal agents are talking to each other. So Alexa, Amazon's personal agent, and Cortana, Microsoft's personal agent, can now interact and talk to each other. And we come from different areas of expertise in the personal agent category. So Alexa is a fantastic shopping experience, and Cortana is a fantastic productivity experience, and our customers want to do both. And so they talk to each other. And just sort of drawing back to my roots in the wireless industry, I don't know if you remember this, but in the long ago days, text messaging used to only be allowed within the carrier. So if you and I were on the same carrier, I could text message to you, I could SMS you. But if we weren't, I couldn't ever send you a message. And once the operators got together and said, you know, maybe we should interact, think of what happened to text messaging then. It went through the roof, and there was all sorts of new applications and services that were built on top of the text messaging platform. And I think it'll be much the same thing with personal agents. They should all talk together. We are going to focus on different areas, and we're probably going to have a few personal agents in our lives. So we'll make it easier for our joint customers. So it's really about bringing this value for our customers and really looking at, as you say, the bigger pie and how we can really bring more, help our customers empower themselves, transform themselves, get more from the technology without effectively having to compete each other. Right, taking out some of that friction that resides between the two. Later on this morning, we're going to have two great companies, so Adecco and Schneider, on stage talking about their transformation, talking about how they are actually really turning as software companies. Yes. We see this happening a lot right now in France, a lot of discussions on this stage. What about globally? I mean, is it a trend you see elsewhere in the world? Definitely. Marc Andreessen, the well-known VC, he said something about that software is eating the world. And I think it is. I think all of us, even in traditional industries, are turning into software companies. And that digital transformation is where we're focused as a company, empowering companies through that journey of digital transformation. And it can be challenging. One of the things we've done recently with Renault-Nissan here in this market is, so Renault-Nissan's a 100-year-old automotive company. They know that space very well. They have a fantastic brand. And like other companies in that space, there's a lot of new threats coming at them. They've got to get connected. That car has to be connected. Assisted driving is coming, and eventually autonomous driving. And when we took a look at how we could serve our customer better, we thought, we'll take the heavy lifting underneath off of their hands. We're going to provide a platform called Microsoft Connected Vehicle Platform, and we provide it to the industry
to take off some of the plumbing underneath of connecting the car, rather than everyone doing the same thing. Everybody wants to get connected. We can handle that part for them. And then a company like Renault-Nissan can take what they do best and differentiate on top of the platform. So they have now adopted the platform, and we're looking forward to seeing what they will do with their great brand and the great company that they are. And we're kind of taking the heavy lifting off of their plate with the connected vehicle platform. That's cool. Thank you. We're excited about it. It's a great project, yeah, indeed. Last topic, maybe, Peggy, around startups. So you deal, of course, you spend a lot of your time with young entrepreneurs, with VCs, with startups. How do you see your role in keeping effectively this connection, keeping this momentum and engagement to ensure that Microsoft stays on the edge of innovation together with those startups and this community? Right. So at Microsoft, we've had a long history with startups. We've been there to help enable them, to give them the tech tools to reach their goals. But a little over a year ago, just after I had come into the company, I raised the question, we don't have an early stage fund. Microsoft didn't have one. And we looked at the opportunity and said, well, this could maybe give us some signal into technologies and trends that we were missing, because we weren't in that early deal flow. So we put a fund in place, and since then we've made about 40 investments. But what's been most important is, from a strategic perspective, we're in there now. We're seeing companies. We're seeing companies when their valuation is far less, at 5 or 50 million, rather than the late stage ones at 500 million or 5 billion. You kind of want to see in the early those days, earlier. And so that was sort of a new muscle for us. We had the ability to engage with the startup community much earlier, to give them the tools, the tech support, but also to be a part of their growth. And it opened up all sorts of opportunities for our teams and gave them insight into technologies they might have missed until much, much later. But you mentioned Station F. Yeah, Europe. I mean, what about Europe in this picture? And I know you visited Station F yesterday, so what's your feeling about that? I did, and for those of you who haven't been there, I very much encourage you to go. It was fantastic. It's a stunning building, first of all. It's such a warm, inclusive environment in there. There was just a hub of activity from one end to the other end of that very long building. Yeah. It's an amazing building. And I spent a fair amount of time there learning about the activities and actually talking to several startups that were focused in the AI space. So AI is an area of interest for us going forward. It's a big area of focus for Microsoft. And there were some amazing companies, all different aspects of AI. And I could have stayed much, much longer, and I definitely want to come back. But I would say, what an opportunity for Paris. I understand it's the largest accelerator in the world. Yes. And it's based right here. And I think it's just going to be fantastic ahead for Paris and for those innovators who are taking advantage of the opportunity there. Yeah, and so we are very excited to partner with Station F, and some of those startups you've seen yesterday will be showcasing today and tomorrow during the AI Academy. So I really encourage, I know you will have a visit of the AI Academy later on, but I really encourage everybody to go there and look at those great experiences those startups have to offer around artificial intelligence. Peggy, thank you so much for your time, for being here with us today. Thanks a lot. Thank you very much. Thanks, Peggy. Alors, nous avons évoqué avec Peggy cette plateformisation, on parle souvent de ce mot un peu barbare, plateformisation des entreprises, l'évolution des entreprises en software companies. Et pour poursuivre, eh bien, je voudrais inviter sur scène une entreprise qui représente formidablement cette transformation de leur modèle, cette transformation de leur métier. Et quoi de mieux que d'avoir la présidente de cette entreprise en France. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Christelle Heidemann, présidente de Schneider Electric France. Bonjour Christelle. Ça va très bien. Ça va très bien, parfait. Donc voilà, tout va bien. On est avec quelques amis dans la salle. C'est ça, on est entre nous.
Bon, alors justement, pour démarrer, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on passe une petite vidéo qui explique un peu finalement cette transformation de Schneider Electric. Allons-y. Thanks to Schneider Electric, you now have total control of your building's vital systems. Excuse me, I'm looking for the accounting seminar. I'm sorry, I'm just the facility manager. What? You're just the facility manager? Just the facility manager? Do you not remember what happened in this very building just 6 months ago? Oh. So, you still believe you're just the facility manager? Oh no. I am the facility manager! Voilà, quelle belle vidéo. On voulait effectivement démarrer avec cette vidéo humoristique qui montre finalement l'empowerment des technologies. Voilà, ce facility manager qui se transforme et dont le rôle est bien sûr bien au-delà de ce qu'il était dans le passé. Plus sérieusement, Christelle, cette transformation donc, de Schneider Electric, elle n'est pas récente. Vous l'avez démarrée il y a quelque temps. Depuis quand s'est-elle engagée? Comment l'avez-vous engagée? Effectivement, ça fait maintenant plusieurs années qu'on y travaille. D'abord sous le leadership fort de Jean-Pascal Tricoire, notre CEO, et puis on a bien anticipé que finalement on vend essentiellement des produits aujourd'hui, mais avec les nouvelles technologies, le cloud, et puis finalement ce monde des objets connectés, il y a tout un univers qui s'offre à nous, puisqu'on vend des millions et des millions de produits tous les ans. On a des dizaines, des centaines de millions de produits installés partout dans le monde. Ces produits génèrent des données. Et donc, ça fait longtemps qu'on travaille pour se dire comment peut-on utiliser ces données pour offrir des nouveaux services à nos clients, pour permettre à des tiers aussi de développer des nouveaux services sur ces produits, dans les différents domaines qui sont les nôtres, donc grands domaines d'activité, dans le monde du data center, dans le monde de l'usine, du manufacturing, dans le monde du bâtiment et dans le monde des réseaux d'infrastructures. Okay, donc une transformation très profonde. Alors j'évoquais en préambule, en introduction à cette plénière, le fait que finalement aujourd'hui, certes, les technologies représentent un défi et un enjeu fort, mais finalement, encore plus le changement des organisations et l'adaptation des organisations pour tirer pleinement profit de ces technologies. Votre défi à vous, dans ce contexte-là, il porte sur quoi? C'est vrai, si on pense, Schneider Electric, c'est avant tout une société de technologie. Donc on conçoit des produits, ça fait très longtemps qu'on conçoit des produits. Microsoft, 40 ans, nous, ça fait 180 ans qu'on existe. Alors ça a beaucoup évolué depuis. Mais voilà, donc on passe d'un monde qui est très centré produit à un monde où finalement il faut penser les usages de ces produits. Et penser évidemment quel type de nouveaux services on va pouvoir imaginer en collectant des données sur ces produits. Et donc ça, c'est une vraie transformation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de concevoir des produits. On continue et ça reste le cœur de notre métier, mais la façon de les vendre, la façon de les exploiter, la façon pour les clients finalement de trouver la valeur maximum dans les différents produits que l'on sert va changer. Et donc du coup, on est obligé évidemment de se mettre dans un contexte. Si je prends une de nos activités dans le monde du bâtiment, un data center est un bâtiment tertiaire, c'est aussi un bâtiment, une usine, c'est un bâtiment, et on imagine bien que la façon de vivre le bâtiment n'a rien à voir dans ces trois différents exemples. Donc on évolue vraiment d'une offre de produits à une offre de service, une offre d'usage. Vous pouvez nous donner quelques exemples concrets pour illustrer encore plus précisément ces usages finalement ou ces offres de services que vous allez lancer? Oui, bien sûr. Si on reste dans le monde du bâtiment, déjà quelques chiffres juste pour avoir des grands ordres de grandeur en tête. Le monde du bâtiment, c'est 30% de la consommation énergétique mondiale. Et aujourd'hui, on estime que les bâtiments sont à 60% inefficaces.
Donc si aujourd'hui on appliquait toutes les technologies qui existent, qui permettent de collecter des données sur l'usage des bâtiments, la façon de consommer l'énergie dans les bâtiments, on pourrait réduire de 60% la consommation dans 30% de la consommation mondiale. Donc on parle de jusqu'à 20% de la consommation énergétique mondiale. Donc c'est des enjeux qui sont conséquents. Et si on travaille après sur avec nos différents clients, quand on est dans le monde du grand bâtiment tertiaire, on a de nombreux clients, grandes entreprises, avec lesquels on déploie des technologies. Donc les technologies, c'est différents capteurs dans le bâtiment, capteurs qui peuvent être dans une salle de réunion, qui sont dans le couloir. Donc on mesure la présence des gens. On va évidemment mesurer la température, les flots de personnes, les fluides, donc l'énergie, l'eau, etc. Et collecter toutes ces données pour finalement apporter des nouveaux services. Alors quand on est dans un bâtiment tertiaire, on a énormément de discussions avec nos clients pour finalement, au-delà de la consommation énergétique du bâtiment, qui est évidemment un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup, mais la performance du bâtiment quand on est utilisateur, l'usage des mètres carrés. On a de nombreux clients qui finalement ne savent pas forcément quelles parties du bâtiment sont utilisées ou non. Et quand on va aider un client à faire des économies de mètres carrés dans son bâtiment, c'est évidemment conséquent, surtout quand on est en région parisienne et qu'on voit les prix du mètre carré. Mais dans un autre type de bâtiment, quand on travaille dans le petit commerce, un boulanger, on va l'aider à monitorer sa consommation en énergie, à piloter à distance ses chambres froides, la consommation du four, et automatiser toutes ces choses. Et on voit bien qu'entre l'approche pour un grand bâtiment tertiaire ou bien un petit commerce, ce n'est pas du tout les mêmes types de solutions. Et pour autant, les technologies déployées sont quasiment les mêmes. Et donc, effectivement, le type d'interlocuteurs finalement avec lesquels vous interagissez au sein de ces organisations, qu'elles soient PME ou grands comptes, évolue. Donc, le Facility Manager qu'on a vu tout à l'heure n'est plus le seul finalement interlocuteur ou utilisateur qui vous préoccupe au sein des organisations. Ce changement, il amène quel type de remise en question au sein même de Schneider Electric, dans vos compétences, dans les profils de vos collaborateurs ? Alors c'est un changement qui est profond, puisque j'en parlais pour l'innovation, il faut d'abord être orienté client dans une entreprise qui est avant tout orientée produit jusqu'à présent. Donc c'est un virage à 90 degrés. Ça veut dire beaucoup plus de poids pour les équipes marketing, avoir des vraies approches par segment de marché. Et puis c'est aussi savoir travailler de façon beaucoup plus ouverte. Aujourd'hui, on n'a pas vocation à tout faire nous-mêmes, donc on travaille évidemment avec Microsoft, donc on a des partenaires technologiques, mais quand on va aller développer des nouveaux types d'applicatifs dans certains segments, on n'a pas du tout vocation à le faire nous-mêmes. Donc comment on aide à finalement exploiter les données qui existent dans nos équipements pour que des tiers, que ce soit des startups ou des grands groupes ou les partenaires existants de nos clients, puissent exploiter. Et donc ça, c'est aussi un changement de mentalité pour une société. Voilà, donc comme tous les grands groupes, on apprend à travailler en mode open innovation. Et puis, on a aussi évidemment tout un travail, parce que les interlocuteurs avec qui on travaille chez le client ne sont pas forcément les mêmes. Quand on est dans la chaîne du bâtiment, celui qui va construire le bâtiment n'est pas forcément celui qui va le maintenir et pas forcément celui qui est le locataire et qui va l'utiliser. Donc on voit bien qu'on doit vraiment changer la façon dont on approche le marché. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est très important, c'est que le rapport au temps est complètement différent. C'est-à-dire que tous les produits que l'on vend chez Schneider Electric, certains produits qu'on vend aujourd'hui ont été conçus il y a plus de 20 ans. Et quand on sort, comme très récemment, des nouveaux disjoncteurs pour le monde du résidentiel, c'est des produits qu'on a vocation à installer et qui doivent durer 20 ans, 30 ans. Il va de soi que quand on parle usage, applicatif, service, on est dans un monde beaucoup plus agile, qui évolue plus vite. Et donc ce rapport au temps et l'organisation de nos équipes innovation autour de ça, voilà, on va, alors comme dans toutes les entreprises où il y a à la fois du hardware, de la technologie et en même temps du software, on doit développer ces modes agiles de déploiement, de développement. Mais c'est un vrai changement. Alors pour revenir un peu sur l'infrastructure technologique, finalement les innovations que vous utilisez pour développer ces nouvelles offres de services et ces nouveaux usages, on travaille beaucoup en collaboration avec vous sur la plateforme IoT, sur notre plateforme IoT et notre cloud Azure. Quelles sont les autres technologies qui vous servent pour conduire cette transformation de vos services ? On regarde beaucoup, évidemment, toutes les technologies de machine learning et puis d'intelligence artificielle, puisque quand on est dans le monde industriel, j'ai beaucoup parlé du bâtiment, mais dans le monde industriel, c'est des millions et des millions de données qui sont produites en permanence quand on est dans une raffinerie ou dans une centrale de traitement des eaux. Et donc là, on voit bien que tout ce qui est opération de maintenance va pouvoir être
anticiper, faciliter en développant des algorithmes. Donc là, on utilise ces technologies, machine learning, intelligence artificielle. Réalité mixte ou réalité augmentée, c'est aussi des choses qu'on regarde. On a toute une activité où on aide les clients à construire des centres de formation. Et plus on est dans des environnements qui sont critiques, vous imaginez bien que la maintenance d'une raffinerie ou la maintenance d'une centrale nucléaire, c'est des opérations qui sont planifiées en avance. Et puis, dans le monde industriel, on voit de plus en plus un problème de gestion des compétences, avec des compétences qui vont disparaître parce que, voilà, vieillissement de la population. Et donc, comment on fait pour transmettre le savoir? Et donc, les technologies de réalité augmentée nous aident à travailler avec les clients sur la formation des nouveaux opérateurs et l'automatisation d'une partie des tâches. Après, si on va plus dans le monde de la relation client, on travaille, voilà, les technologies de bots, tout ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place. Et puis, on est une entreprise qui est très mondiale. Donc, je prends l'exemple du comité de direction dont je fais partie. On est répartis entre Boston, Hong Kong et Paris. Et donc, on déploie aussi, pour nos propres besoins, tous les outils de collaboration. Et donc, on travaille beaucoup ensemble. On a, voilà, généralisé Office 365, Skype, et puis les technologies Yammer, pour essayer d'améliorer la collaboration et la communication multi-continent. Une entreprise ultra étendue. Pour finir, Schneider, donc on le voit, le Schneider d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le Schneider d'il y a 10, 20, alors je ne parle même pas de celui d'il y a 100, 150 ans. À quoi ressemblera Schneider Electric dans 5 ans ? Alors c'est sûr que notre activité software va continuer à croître. On fait des acquisitions et puis on développe de façon organique cette activité. Mais si je prends plus simplement la relation client et ce qu'on fait avec nos clients, le online sera la norme. Le online, c'est évidemment, ça va du e-commerce à la relation client. Et on voit bien, alors c'est arrivé dans le monde du retail, on est dans le monde du B2B, mais les clients n'ont pas envie de téléphoner, les clients ont envie d'avoir des choses facilitées, et donc tout ce dont on parle, qui est comment la technologie va pouvoir mettre à nos clients de simplifier, finalement, pour que les choses deviennent intuitives, plutôt que compliquées, et on en est encore loin dans nos métiers. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va croître, et dans les 5 prochaines années, ça va changer beaucoup. Maintenant, si après, j'ai plus un vœu pieux pour ce que nous faisons chez Schneider Electric, il y a des métiers qui vont devoir être créés. Je parlais beaucoup de l'efficacité énergétique, le métier d'énergie manager, c'est des sujets sur lesquels on travaille, puisqu'on voit bien que les enjeux pour le changement climatique font qu'on doit être beaucoup plus conscient de la façon dont on consomme l'énergie, et c'est un sujet sur lequel, chez Schneider Electric, on est activiste, et donc voilà, j'espère que dans 5 ans, on aura réussi à faire donc nous aurons des énergie managers qui vont être les nouveaux facility managers au sein des entreprises pour piloter la consommation énergétique au mieux et nous aider à préserver cette énergie dont nous avons tous bien besoin. Christelle, je crois qu'on peut vous applaudir, vous remercier chaleureusement pour votre retour d'expérience et vous souhaiter plein succès dans cette transformation. Merci Christelle. Au revoir. Bon, alors, je voudrais quand même rassurer quelques personnes, rassurer ou pas, je ne sais pas, quelques personnes dans la salle, puisque vous avez vu Peggy, vous avez vu Christelle, vous me voyez moi. Donc, le Women's Forum n'a pas démarré plus tôt que prévu. Il commencera bien jeudi. Nous sommes à Microsoft Experience et donc je suis ravie d'accueillir pour le prochain intervenant, un invité, avec lequel nous allons échanger sur l'évolution, les mutations actuelles dans l'organisation du travail, dans les modes de travail. C'est un domaine qui connaît de formidables transformations et où, là aussi, eh bien, les entreprises doivent véritablement repenser leur offre de services. Et pour traiter ce sujet-là, qui de mieux que Christophe Catoire, le président de Adecco Group France. Je vous remercie d'accueillir Christophe. Bon, merci Christophe d'avoir fait le déplacement. Je crois que vous étiez à Lyon hier ou ce matin. Enfin voilà, les trains nous ont aidés, tout est parfait. Vous étiez à l'heure pour cette séance. Donc Christophe, on va évoquer aujourd'hui un projet d'incubation de start-up au sein du groupe. Un projet qui soutient fortement des innovations à la fois au niveau business et au niveau technologique. Peut-être avant de démarrer, quelques mots sur la transformation digitale du groupe Adecco, sur quelques-uns des grands chantiers qui vous animent au quotidien. Bonjour Laurence, merci de votre accueil tout d'abord. C'est vrai qu'on peut parler de transformation pour un groupe comme le nôtre. Dans nos activités principales, historiques, que sont l'intérim et le recrutement, je pense que sur les 2 dernières années, on se sera plus transformé que sur les 50 précédentes.
On a des activités qui historiquement sont relativement simples, qui sont conduites par la proximité avec nos clients et nos candidats, par une relation interpersonnelle très forte et par la connaissance des bassins d'emploi. Et c'est vrai que cette transformation, on y a vu une très belle opportunité très tôt de créer de la valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes, c'est à la fois nos collaborateurs, mais aussi nos candidats et nos clients, puisqu'on a cette relation tripartite. J'ai peut-être 3 mots pour définir cette transformation digitale au sein du groupe. Le premier, c'est amélioration de la performance opérationnelle. En fait, on parle souvent du digital comme permettant de dématérialiser, de digitaliser. On parle beaucoup des coûts. Et on n'y associe pas toujours l'expérience utilisateur qui peut être plus favorable. J'en prendrai pour exemple, on a lancé, voilà 3 mois, une application qui s'appelle Adecco et moi et qui permet à des candidats d'obtenir des services additionnels. Et ces services, en fait, se sont avérés très utiles, puisqu'après 3 mois sans communication, plus de 50 000 candidats ont téléchargé l'application et peuvent retrouver maintenant au quotidien des choses qu'ils faisaient dans nos agences et qu'ils vont trouver sur leur smartphone maintenant. Donc, signer un contrat électroniquement, la loi le permet, obtenir un acompte sur un salaire mensuel quand on peut avoir des problématiques de trésorerie, ou tout simplement obtenir un suivi de mission et des missions et des jobs qui peuvent correspondre à leurs attentes. Donc, première brique, performance opérationnelle. La deuxième, c'est la transformation digitale. On est un modèle purement, comme on dit, monocanal depuis 50 ans. Des agences au plus près de nos clients et de nos candidats. Et en fait, on a implémenté depuis 1 an une stratégie omnicanal. Pour prendre un exemple, un des leviers de cette stratégie a été le fait de monter un portail qui s'appelle Mon Agence en ligne. Et ce portail permet à des clients de nous contacter par voie digitale quand ils le souhaitent. Résultat des courses, après 1 an, on a vu à la fois une amélioration de la satisfaction de ces clients, plus que dans le recours parfois à certaines de nos agences. Deuxième élément, on y a vu 42% de commandes passées à des heures où notre réseau physique n'était pas ouvert. Basiquement, c'est très utile. Et mieux encore, 92% des clients n'étaient pas clients d'Adecco avant et majoritairement n'avaient pas recours à l'intérim. C'était ce qu'on appelle des marchés CDD dans notre jargon, c'est-à-dire sans intermédiation. Donc une intermédiation digitale a permis d'intermédier un métier qui ne l'était pas. C'est quand même un paradoxe quand on parle beaucoup du digital comme un vecteur de désintermédiation. Et le troisième pilier, c'est l'innovation. Peut-être 2 innovations à signaler. La première, basée sur les data, on en parle beaucoup dans toutes les professions, avec un outil de data analytics qui permet de conseiller autant les pouvoirs publics que les grandes entreprises sur le politique de formation et de recrutement. Jusqu'à présent, les rationnels en termes de salaire, d'offres et de demande étaient mal connus. Dorénavant, on est capable de conseiller sur ces actifs. Donc une vraie transformation. Merci. Alors, sur ce projet dont on va parler, projet Shaker, nom de code, vous adressez véritablement un nouveau modèle économique, un nouveau marché, celui des indépendants. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le pourquoi de ce projet ? Alors le pourquoi, on est à nouveau dans la transformation digitale, mais cette fois-ci avec ses impacts chez nos clients et chez nos candidats. Alors je vais faire l'écho de notre invité précédente, de chez Schneider. Quand vous avez un investissement important sur les objets connectés et votre outil de fabrication, les compétences que vous utilisez dans votre entreprise, qu'elles soient dans l'industrie, le bâtiment ou les services, évoluent de manière très sensible. Et donc on a une transformation des compétences où on nous appelle à être moins intermédiaires et un peu plus dans la transformation. Le deuxième impact, il est chez les candidats. En fait, dans un monde français très marqué par le CDI, c'est encore 88% des contrats en France, on voit que la création d'emplois se génère énormément par les nouvelles modalités d'accès à l'emploi. Et c'est vrai que quand on voit la croissance, notamment des indépendants et des freelances en France, plus d'1 million de personnes travaillent sous ces statuts-là, clairement, en tant que leader sur les solutions d'intermédiation flexible, on s'est dit, on souhaite y jouer un rôle actif en sécurisant les parcours, qui est toujours la contrepartie qui est attendue. Alors ce projet Shaker, je crois qu'il est né aussi d'une rencontre très inspirée, avec 2 personnes notamment, que je vous propose de découvrir en vidéo. Le projet de Shaker, c'est pas un matin où on se lève et on a l'idée du siècle. On a un embryon d'idée, très clairement, mais il faut la partager. Donc je l'ai partagé avec énormément de professionnels, les indépendants, j'en ai rencontré des centaines durant 6 mois. Et systématiquement, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui vibrait. J'ai senti qu'en apportant des services nouveaux pour eux, ça résonnait. L'idée de Shaker, c'est d'être bien plus qu'une plateforme de mise en relation. C'est d'être le partenaire de confiance de la relation et du statut que l'indépendant et le grand groupe vont avoir ensemble. J'aime parler de post-ubérisation. Comment est-ce qu'on va au-delà
de la plateforme de mise en relation. L'idée, c'était de leverager le meilleur du RH et le meilleur de la technologie au service de notre startup. Depuis le premier jour de notre collaboration, en février de cette année, on a eu des équipes qui ont cherché à comprendre notre besoin, à identifier les innovations et les produits technologiques qui existaient chez Microsoft et qui pouvaient servir. L'intelligence artificielle avec Cortana, les chatbots, Skype et Skype Translator, la reconnaissance faciale, c'est autant d'innovations technologiques auxquelles on n'avait pas pensé et que Microsoft va nous permettre d'inclure rapidement. On construit from scratch. Et je pense que c'est stimulant pour nous, les équipes, mais aussi pour les développeurs côté Microsoft. On apprend tous chaque jour. J'en parlais encore ce matin avec un des tech leads qui découvre un nouvel outil de search et on le découvre ensemble, on le spécifie ensemble. Je pense que c'est stimulant des deux côtés en fait. Te replonger et te dire, il y a un an, c'était une idée dans un coin de ma tête et voir aujourd'hui 30 personnes qui travaillent au quotidien là-dessus. Quand tu vois que cette idée, elle appartient à cette équipe, tu te dis, waouh. Waouh. Bonjour Guillaume, bonjour Romain. Bonjour. Ah mais vous êtes venus avec votre fan club, je crois. Fan club. Guillaume, pour démarrer, quelques informations sur le timing de ce projet. Il a commencé quand? Quand est-ce que vous prévoyez de le présenter? Bonjour Laurence et merci de nous accueillir. Le projet Shaker, il a démarré il y a un an maintenant, quasiment jour pour jour, avec une rencontre avec Romain. En amont de ça, on a tous les deux eu en parallèle un embryon d'idée. Celui de créer une plateforme qui serait au service des freelances et des grandes entreprises. Les indépendants, c'est, on aime dire, la lame de fond de ce future of work. Si je vous dis front-end developer, UX designer, data scientist, aujourd'hui, ils sont indépendants. Si je vous dis Uber, Foodora, Deliveroo, les marketplaces sont la réalité de notre quotidien. Notre idée avec Romain, et comme on en sait dans la vidéo rapidement, c'est comment est-ce qu'on va au-delà? Comment est-ce qu'on se positionne comme le tiers de confiance de cette relation pour pérenniser cette nouvelle forme d'emploi? C'est donc sur cette idée qu'on s'est rencontré avec Romain et qu'on l'a partagée avec le groupe Adecco, le leader mondial des solutions RH. Ça a été une évidence pour nous. Et de là, au vu de la stratégie et de la vision que Christophe nous a présentée, il y a eu un intérêt immédiat et un go tout aussi rapide. Alors vous mentionniez dans la vidéo que vous avez passé beaucoup de temps en fait à écouter les freelances, leurs besoins, mais également, je crois, vous avez passé du temps à écouter les grandes entreprises. Qu'en avez-vous retenu? Ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils ne se connaissent pas bien finalement. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de la salle, vous êtes très nombreux aujourd'hui, pour vous poser les deux mêmes questions que j'ai posées à des centaines de dirigeants ces dernières semaines. La première question, c'est savez-vous combien d'indépendants ont travaillé avec votre organisation au cours des 12 derniers mois? Et la seconde question, c'est savez-vous quel budget ils représentent? Je vous laisse 2 secondes. C'est court. Et je vous rassure, si vous n'avez pas la réponse, vous n'êtes pas les seuls. Et pourtant, si on regarde les chiffres, ils sont très importants. 12% des actifs en France sont indépendants. Ça donne du coup une vision sur le nombre d'indépendants dans vos entreprises. Et encore plus important, 35% des indépendants, des millennials, sont indépendants. Et ça, c'est clé pour le recrutement. Bref, c'est une vraie opportunité d'innovation et d'agilité. Et ça, les dirigeants des grands groupes l'ont compris. L'objectif et la vision du projet de Shaker, c'est de faciliter la relation entre les grands groupes et les indépendants. Alors vous parliez d'innovation, donc ce projet il est aussi né d'un partenariat avec Microsoft notamment. Je crois que depuis le mois de février environ, vous travaillez avec les équipes de Microsoft. Donc quel retour d'expérience? Ça se passe bien? Quels sont les learnings, comme on dit? Je vous dirais une vraie surprise. Je pense que je ne suis pas le seul dans la salle à penser que Microsoft est une très grande entreprise avec des règles internes assez lourdes, des process. Eh bien oui. Une grande entreprise qui se respecte, tout à fait. Exactement. Et c'est ça. C'est ça, mais c'est tellement plus que ça. En 24 heures, une fois que vous avez mis tous ces sujets-là derrière vous, vous avez une équipe qui est chez nous, au quotidien, de développeurs, de tech leads, qui construit avec nous une solution de zéro, qui écoute nos besoins fonctionnels et les traduit en réalité technologique, qui leverage les technologies Microsoft au service d'une plateforme nouvelle. Vraiment une agilité exceptionnelle. Hier encore, avec Romain, on était avec Joao et Eric, qui sont 2 de nos tech leads Microsoft, et on ajustait des dernières lignes de code pour des rendus de pages sur la plateforme qui sera lancée prochainement.
On a vraiment le sentiment d'être one team avec eux, et c'est ça qui est exceptionnel. Une démarche de co-conception au quotidien, finalement, pour construire ensemble cette plateforme et bénéficier au maximum des innovations technologiques qu'on peut vous mettre à disposition. C'est exactement ça. Alors, cette plateforme, on a très envie de l'avoir. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse l'avoir, mais on ne peut pas encore. Donc, peut-être, donnez-nous quelques exemples sur les besoins des indépendants que vous allez couvrir avec cette plateforme dès son démarrage. Tout à fait. On a réalisé un baromètre auprès de milliers d'indépendants il y a quelques mois, et 3 grandes tendances en sont ressorties. La première, ils veulent trouver des missions. Mais des missions importantes et passionnantes pour eux, ça veut dire apprendre et continuer à être challengés. Et des missions particulièrement auprès des grands groupes, auprès de qui il est difficile de travailler, faute d'être référencé. Le deuxième aspect, c'est d'être payé. Vous allez me dire, c'est logique, mais d'être payé en temps et en heure. Et très souvent, les grands groupes payent les freelances comme des entreprises traditionnelles, c'est-à-dire à 45 jours, fin de mois. C'est un vrai problème pour la trésorerie des indépendants. Et le troisième aspect, c'est d'être sécurisé, accompagné, voire même chouchouté, parce qu'ils ont besoin d'être aidés dans leur administratif et dans leur quotidien. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet Checker, dès son lancement, répondra à ces 3 priorités. Alors Christophe, peut-être pour revenir à vous et au groupe Adecco, comment cette plateforme que vous allez donc implémenter, utiliser, lancer, doit faire la différence, finalement, pas seulement au démarrage, mais dans la durée, dans un marché ultra concurrentiel? Alors dans la durée, il y a le court terme déjà, c'est-à-dire il y a le premier step qui est un lancement prochain, sur lequel l'objectif a été d'associer le meilleur de la partie RH et le meilleur de la technologie, d'où le fait de se rassembler, de collaborer sur ce projet avec Microsoft. Le deuxième, c'était de s'assurer qu'on écoutait bien les problématiques qui étaient celles des parties prenantes, de ces fameux freelances. Je pense qu'on les a entendus avec Romain. Mais le projet va au-delà, c'est-à-dire dans notre marché du travail, le marché de l'emploi, et d'ailleurs l'actualité est propice pour en parler, il y a une recherche très importante de flexibilité, mais toujours avec cette idée d'avoir une contrepartie de service et de sécurisation des parcours. Et donc c'est vrai, quand on voit l'ensemble des modalités temporaires, flexibles sur le marché, freelance, indépendant, portage salarial, groupement d'employeurs, on pourra en utiliser beaucoup. Notre objectif en tant que leader sur ce marché, c'est de pouvoir établir une stratégie omnicanale sur laquelle on puisse à terme avoir cette plateforme, Shaker, qui se marie avec d'autres plateformes au sein du groupe de façon à obtenir un actif qui fasse que la rencontre entre le candidat et l'entreprise soit facilitée, que les modalités de contrat soient multiples et qu'il y ait des services, ceux qui ont été évoqués, qui viennent servir ces parties prenantes. Voilà vers quoi on souhaite s'orienter en tant que groupe. Magnifique. Maintenant qu'on est très impatient de découvrir cette nouvelle plateforme en live, donc est-ce que vous avez une date à partager sur le lancement de ce projet? C'est le 14 novembre, 14 dans novembre. 41 jours exactement. On compte évidemment chaque jour. Mais d'ici là, je vous invite à tous nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, puisqu'on va dévoiler au fur et à mesure tous les services et le produit. Et puis, dès aujourd'hui, à nous retrouver sur notre stand M14 et tout à l'heure sur le Future of Work. Voilà, pour un onboarding inédit. Merci beaucoup, merci à tous les 3, et puis on vous souhaite pleine réussite dans ce magnifique projet de transformation et d'innovation. Merci. Merci. Voilà. Alors c'est maintenant le moment d'accueillir un grand communicant. Je devrais même dire le communicant, puisqu'il a fait d'une agence française le 3e groupe mondial de communication. Vous l'avez deviné, je vous demande d'accueillir également très chaleureusement Maurice Lévy. Merci. Allez-vous. Maurice, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager là aussi les expériences de transformation de Publicis. Je voulais démarrer en parlant d'un projet que nous avons mené il y a 1 an chez Microsoft avec un groupe d'historiens de l'art sur un tableau de Rembrandt qu'en fait Rembrandt n'a jamais peint. Ce tableau, il est né des data, il est né des nouvelles technologies, il est né de l'intelligence artificielle en s'appuyant sur l'analyse de 346 œuvres du maître. Alors bien sûr, quand on parle de cela, inévitablement, on se questionne sur le rôle, la place de la créativité. On ne va pas répondre à cette question ce matin, mais quand même, j'aimerais bien vous entendre, Maurice, sur ce sujet, notamment dans un monde de communication qui est le vôtre. Quelle est la place du créatif quand vous voyez des projets de ce type-là? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je ne savais pas que... D'abord, bonjour, je suis ravi d'être là.
Je ne savais pas que Microsoft faisait aussi un petit rôle de faussaire. Hein, donc, c'est un peu un vrai faux, un peu à la manière du passeport. On ne le le met pas sur les marchés, je vous rassure, c'était un projet. Ah, d'accord. Voilà. Ça Pas me d'inquiétude. rassure. Non, plus sérieusement, on a là un exemple de ce que peut faire l'intelligence artificielle, les ordinateurs, quand ils sont dotés d'un certain nombre d'éléments, ils peuvent reproduire. La vraie question, c'est peuvent-ils produire ex nihilo? Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et pour l'instant, la créativité est très bien supportée par les ordinateurs et par les outils qui sont mis à la disposition des talents. Il y a énormément de choses qui facilitent le travail. On n'a pas encore trouvé, peut-être que ça viendra, on n'a pas encore trouvé ce qui permet de faire le saut créatif et qui permet à ce moment-là de créer le lien entre une marque et un consommateur, créer un lien émotionnel, créer quelque chose qui suscite une petite émotion. On n'y est pas encore. Je ne sais pas si un jour ça arrivera, mais en tous les cas, l'aide à la créativité, c'est une chose qui existe. Alors chez Publicis, ça fait des années que vous investissez sur les nouvelles technologies, que vous travaillez sur la data, sur l'utilisation de la data pour finalement mener des campagnes toujours plus personnalisées, toujours plus ciblées. Vous parlez beaucoup, Maurice, de business marketing transformation. J'aimerais bien que vous nous donniez un peu plus d'éléments sur cette notion et comment vous voyez le métier finalement d'une agence comme Publicis évoluer, des agences au sein de Publicis évoluer grâce aux nouvelles technologies. Bon, les agences de publicité ont traditionnellement évolué depuis leur création et se sont transformées de manière très régulière. Si je prends l'exemple de Publicis, mais nous ne sommes pas les seuls, il faut avoir une certaine modestie dans ce domaine, nous nous sommes profondément transformés dans les années 60 avec l'arrivée de la télévision, dans les années 80 avec les outils déjà de technologie, que ce soit la vidéo ou que ce soit les palettes électroniques. Publicis a installé la première palette électronique en 1983 et ensuite avec Internet, bien entendu, ça a été la très grande révolution. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? On fait un métier très simple qui consiste à trouver une idée, et ça reste la chose la plus simple à énoncer, la plus difficile à réaliser, trouver une idée qui va changer le comportement du consommateur. Et on a besoin de quoi? On a besoin d'observer le consommateur, de voir un peu quel est son comportement, de voir comment est-ce qu'il évolue, aussi bien sur le plan de sa sociologie que sur le plan de sa psychologie. Et puis, on a besoin de voir quels sont les canaux par lesquels on peut le toucher. Quand on voit les bouleversements auxquels nous avons tous assisté depuis une vingtaine d'années, il est clair que notre métier s'est profondément transformé. On ne fait plus les choses de la même façon, même si on fait les mêmes choses. Parce que de toute façon, à l'arrivée, notre métier, on va réfléchir à la bonne stratégie pour le client, comment est-ce qu'on va lui faire gagner des parts de marché et comment est-ce qu'on va convaincre un consommateur de changer de comportement. Donc tout ça est, comme je vous le disais tout à l'heure, relativement simple. La difficulté, c'est de faire tout ça dans cet environnement tout à fait différent. Et ça conduit à se transformer de manière radicale. Alors, c'est se réinventer les structures. Nous étions bâtis en holding avec des silos. Ceci nous a rendu un énorme service pendant des décennies. Maintenant, il faut abolir les silos. Il faut abolir tout ce qui constitue un frottement dans l'entreprise et fluidifier la relation à base d'outils informatiques et de plateformes dans lesquelles Microsoft joue un rôle non négligeable. On évoquait, lors de notre échange en préparation à cette matinée, on évoquait un projet qui me semblait très emblématique finalement de cette transformation, qui est un projet chez McDonald's sur lequel vous avez travaillé, que je trouve très intéressant parce que finalement on voit bien que les acteurs avec lesquels vous devez répondre à ce type de projet sont totalement différents de ceux avec lesquels vous travaillez dans le passé. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur... Oui, en quelques mots, McDonald's se trouve confronté, comme toutes les entreprises, à la transformation, au même comportement des consommateurs et doit changer radicalement ses outils.
avec Capgemini, nous avons postulé en concurrence avec quelques grands du secteur, aucune agence de publicité d'ailleurs, c'est très intéressant, nous étions les seuls. Nous avons concouru et nous apportons, en ce qui nous concerne, tout le front-end, c'est-à-dire toute la relation avec le consommateur, comment est-ce qu'un consommateur peut commander à distance, comment s'assurer qu'il va constituer son propre hamburger et même payer avant même d'arriver, et puis de le prendre, etc. Comment créer l'interrelation entre la personne qui est au guichet et le consommateur, et puis y compris les outils de communication interne. Donc cette transformation-là est sur un plan budgétaire plus importante que le budget d'honoraires qu'on toucherait en gérant la publicité, et nous fait pénétrer l'entreprise et aide l'entreprise à se transformer pour le monde de demain. C'est ce qu'on a voulu faire en faisant l'acquisition de Sapient, c'est ce qu'on a voulu faire depuis un peu plus de 10 ans quand nous nous sommes lancés dans un vaste programme d'investissement dans le numérique. Alors on le voit, donc vous travaillez avec de nouveaux types de partenaires, finalement c'est un nouvel écosystème sur lequel vous fonctionnez pour adresser les enjeux de vos clients. Vous faites des acquisitions également très différentes de celles que vous auriez pu faire dans le passé pour amener, j'imagine, de nouvelles compétences au sein du groupe. Quelles sont ces compétences nouvelles sur lesquelles vous reposez? On a parlé de data scientist, etc. Les types de compétences qui arrivent dans le groupe Publicis aujourd'hui, c'est quoi? On reste sur le fond du métier avec les mêmes types de compétences qu'on avait hier. Alors, on a l'habitude de dire à Publicis que ce que nous faisons se résume à une formule d'alchimiste qui est IQ, donc cette partie de la dimension compréhension du problème client, un peu intelligence, on la maintient. J'espère qu'on la maintient au bon niveau. Ensuite, il y a la partie EQ, qui sont les créatifs. C'est donc toute la dimension créative et ce sont les talents créatifs. Ensuite, il y a la dimension nouvelle pour Publicis, depuis 10 ans, nouvelle, mais qui grossit, puisque ça représente aujourd'hui plus de 50% de notre revenu. C'est la partie TQ, technologie. Et puis, il y a quelque chose qui change tout, c'est le BQ, qui est le bloody quick, puisqu'il faut aller très vite dans les temps actuels. Donc, voilà un peu les talents. Donc, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de mathématiciens, beaucoup de logiciens, beaucoup de gens qui viennent avec des idées disruptives sur la manière de communiquer, la manière de traiter les problèmes. Alors, beaucoup de problèmes aussi pour les intégrer et pour bien fonctionner en équipe, parce que il y a un monde fermé qui est celui de la publicité, qui est beaucoup plus conservateur qu'on l'imagine, parce que quand on est à l'extérieur, on a l'impression que c'est un monde moderne, ouvert, etc. En réalité, il est plus fermé et il est plus conservateur qu'on ne le croit. Et il faut qu'il s'ouvre vers de nouveaux profils, de nouvelles technologies, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc cette alchimie entre des data scientists et des créatifs, il fonctionne bien? Ça prend la mayonnaise ou quels sont les enjeux? Ça prend dès lors qu'on travaille ensemble sur la problématique d'un client. Les mettre côte à côte pour essayer de jouer au baby-foot, comme ça se passe toujours, bon, ça c'est facile. Les mettre côte à côte pour travailler dans l'absolu, c'est compliqué. Les mettre côte à côte pour travailler sur une problématique client, c'est absolument superbe à voir, parce qu'on sent l'enrichissement des uns et des autres. On sent très bien qu'on n'a pas affaire à des autistes, on a affaire à des gens qui ont envie d'apprendre de l'autre et de s'enrichir au contact de l'autre. Alors pour revenir sur les technologies, l'intelligence artificielle est, je ne sais pas si je pourrais dire dans l'ADN de Publicis, mais en tout cas, vous utilisez très fortement l'intelligence artificielle aujourd'hui dans votre transformation. En particulier, on a travaillé ensemble sur un fabuleux projet Cosmos AI, dont l'objectif est vraiment de repenser finalement l'approche pour les campagnes de communication en mixant du online, du offline, du prédictif. Quelle est votre vision pour cette plateforme et plus généralement pour ces technologies très innovantes dans l'évolution de votre métier, de la conduite des campagnes? Alors, nous avons toujours eu des supports technologiques qui nous ont aidés à bien gérer les problématiques de nos clients.
Et là, avec Microsoft d'un côté, Adobe de l'autre, nous avons bâti ce que nous avons baptisé chez nous Power of Three, parce que Publicis résonne sur le Power of One, où on regroupe toutes nos forces. Et là, c'est les forces de Microsoft, avec un peu d'ambition, on essaie de se les approprier, celle d'Adobe et celle de Publicis. Nous avons une plateforme qui est une plateforme somme toute assez simple sur le raisonnement, qui est comment est-ce qu'on va beaucoup mieux gérer la relation avec les consommateurs et la réalisation des campagnes en intégrant des outils de marketing, en intégrant le cloud grâce à Azure et en intégrant l'intelligence artificielle, y compris sur le plan cognitif. Et donc là, c'est un exercice un peu périlleux, puisque ce qu'on essaye de faire, c'est de décoder des images, de voir comment est-ce que les gens réagissent à ces images. Donc on n'est pas encore dans les neurosciences, mais peut-être qu'un jour on y sera, et de voir si on peut améliorer le message au travers d'outils qui permettent une appréhension des réactions et en même temps un enrichissement permanent. Machine learning, et donc à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on améliore et on tourne non pas en rond, mais en amélioration, en allant de l'avant. Assez compliqué, mais intéressant à voir. C'est quand même passionnant. Je veux dire, c'est quand même passionnant. Juste pour jouer au vieux con que je suis, je me rappelle avoir écrit le premier modèle de recherche opérationnelle pour les audiences en 1967. Et croyez-moi, c'était vachement difficile à l'époque, et les algorithmes étaient beaucoup plus difficiles à élaborer parce qu'on n'avait pas beaucoup d'outils. Ça a marché formidablement bien, c'était le premier modèle du genre pour les audiences en France, et aujourd'hui, quand je vois ce qu'on est capable de créer, je suis admiratif parce qu'on a fait un chemin absolument éblouissant, et je crois à la thèse selon laquelle l'intelligence artificielle nous rend un peu plus intelligents. Ça tombe bien, nous aussi, on est là effectivement pour travailler sur cette amplification de l'ingéniosité humaine dont je parlais en propos introductifs. Quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle aussi beaucoup des assistants personnels. Alors on a évoqué Alexa, Cortana, qui sont maintenant les meilleurs amis du monde. Moi j'ai découvert ça, je me suis demandé comment ça s'est fait. Hein. Là-dessus, je pose des questions. Peggy nous a tout expliqué tout à l'heure. Oui, elle m'a tout expliqué. Enfin, quand même, comment se sont-elles rencontrées? Qu'est-ce qui a été à l'origine? On pourra évoquer ça une prochaine fois. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de traiter ça ce matin. Pour revenir sur le sujet des assistants personnels, quelque part, finalement, ces assistants, ils créent une distanciation entre la marque et le consommateur, puisque demain, vous pourrez avoir votre frigo qui va commander vos yaourts, quelle que soit la marque finalement. Et donc, cette relation entre l'annonceur pour vous, la marque et le consommateur se transforme. Quelle est votre perspective par rapport à cela et l'impact sur, là aussi, la façon de gérer les campagnes? Il va y avoir un sujet extraordinaire, c'est que, on va voir comment est-ce qu'on va le gérer, mais c'est pour après-demain. Le consommateur va être bypassé pour à peu près 40% de sa consommation alimentaire. Pour prendre cet exemple, mais ça peut être d'autres consommations. Et les ordinateurs vont parler directement aux objets connectés. Et donc, on va vendre directement à l'ordinateur, et il va falloir convaincre un capteur qu'il vaut mieux prendre une marque qu'une autre. Ça, c'est assez excitant. L'idée qu'on va dire au frigo, arrête de déconner à reprendre toujours la même marque, tu as intérêt à prendre une autre marque, et ça va être intéressant. Je me demande comment ça va se passer. Et bien sûr, les assistants vont jouer un rôle important, mais plus que ça, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la vie des gens. Et si on trouve le moyen d'améliorer la vie des gens au travers des assistants, au travers d'un certain nombre d'outils, à mon avis, le marketing restera une chose, une science qui restera toujours inexacte, une chose tout à fait fascinante, et puis qui reposera plus que jamais sur l'intuition, et c'est ça qui me rassure, et sur l'émotion. Un grand merci, Maurice. Oui. Non, pas encore. Non, pas encore. Je voudrais dire un mot. Pas encore, tout à l'heure. On est à zéro. Hein. On est à zéro. Hein. Moi, j'ai tenu le temps. Hein. J'ai écouté Shaker tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très intéressant.
Et je dois dire que ça rejoint une des préoccupations que nous avons nous-mêmes dans un groupe comme le nôtre, et nous avons pour cela, depuis un moment, imaginé la possibilité de créer un outil qui permettrait aux gens de travailler ensemble, quelles que soient les zones géographiques, les frontières, les langues, etc. Et nous avons lancé, c'est Arthur Sadoun, qui est donc le nouveau président du directoire de Publicis, qui a lancé un produit qui s'appelle Marcel, sur lequel d'ailleurs on espérait bien avoir le support de Microsoft. Oui, oui, vous aussi, je sais, mais on va discuter, ça c'est des négociations, je ne peux pas en parler pour trop, mais je me dis à la facture, je l'ai trouvé un peu élevé, là, ça c'est un peu cher. Cette conversation mais en dehors de ça, c'est très bien. Il faut que j'arrête Maurice, parce que là on peut... Je voudrais les féliciter, parce que ce qu'ils font est très utile aux entreprises. Donc je pense qu'ils ont trouvé là un truc qui est pas mal du tout, et j'espère qu'ils vont réussir. Voilà, maintenant vous pouvez me dire merci. Merci, Maurice. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors, pour conclure, on vient de le voir, on a entrevu en fait au travers de ce témoignage et des précédents l'importance de l'intelligence artificielle, le rôle que l'intelligence artificielle peut avoir dans toutes ces transformations que ces entreprises qui sont dans des domaines d'activité très différents vivent aujourd'hui. L'intelligence artificielle, ça demande aussi énormément de data. L'intelligence artificielle, ça demande énormément de puissance de calcul. Et si nous pouvions donner un grand coup d'accélérateur à cette intelligence artificielle et à ces innovations? Eh bien, ce « et si », il n'est peut-être pas si hypothétique que cela. Et ça, c'est grâce à l'informatique quantique. Et pour vous en parler, j'ai fait appel à notre Nostradamus technologique, alors qui, fort heureusement, émet des prédictions un peu plus optimistes que l'original. Pour ceux qui sont réguliers de Microsoft Experience, vous l'aurez reconnu, je fais appel à Bernard Ourganlian, notre directeur technique et sécurité. Bonjour Bernard. Bonjour Laurence. Bonjour à toutes et à tous. Bernard, je te laisse la scène pour nous emmener dans un de ces voyages dont tu as le secret, et je l'espère nous faire découvrir un peu plus avant une de ces formidables innovations, de ces paris fous de Microsoft. Et quant à moi, je vous remercie chaleureusement d'avoir passé ces moments en ma compagnie. J'ai vraiment apprécié ce moment tous ensemble ce matin, et je vous souhaite de vivre au travers des 2 prochaines journées de très belles expériences. Merci à tous. Laurence parlait à l'instant d'un pari fou. En fait, c'est de 2 paris fous dont je vais vous parler. Un premier, parce qu'au final, il s'agit ni plus ni moins que de tenter de résoudre parmi les problèmes les plus importants de l'humanité, et j'y reviendrai. Mais aussi un pari fou parce que parler d'informatique quantique, c'est parler d'un domaine sur lequel nous avons décidé de fonder toute notre approche, il y a presque 20 ans déjà, sur l'hypothèse de l'existence d'une particule subatomique qui ne serait vérifiée que 12 ans plus tard. Pour essayer d'y voir plus clair, on va d'abord planter le décor et revenir aux bases de l'informatique quantique. L'informatique quantique, c'est d'abord de la physique quantique. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons grandi, évolué dans le monde qui nous entoure, un monde de physique classique avec les lois de Newton et la gravité. Mais ce monde devient très différent quand on regarde vers l'infiniment petit, le monde des particules atomiques et subatomiques. Dans ce monde, il se passe des choses vraiment très étranges. Par exemple, une particule peut être aussi une onde. C'est la fameuse dualité onde-particule. Une particule peut être dans différents endroits à la fois, ou encore la même particule peut prendre plusieurs, et même une infinité de chemins entre 2 points dans l'espace. Tout cela est vraiment très contre-intuitif,
et peut passablement nous troubler. Mais c'est la façon dont ce monde quantique fonctionne, avec l'étrangeté qui le caractérise. En informatique quantique, donc dans ce monde subatomique, on tire parti de deux comportements très surprenants, la superposition et l'intrication. La superposition d'abord, les atomes, les particules subatomiques peuvent exister simultanément dans plusieurs états à la fois, et même dans plusieurs positions. C'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Un objet classique, tel qu'une bille ou une pomme, ne peut exister qu'à un seul endroit à la fois. Un électron peut, quant à lui, être présent simultanément à plusieurs endroits à la fois. L'intrication maintenant. Cette action fantomatique à distance, comme le disait Einstein, qui unit deux particules par un lien instantané. Une action effectuée sur l'une affecte la seconde, même si elles sont très éloignées, y compris dans une autre galaxie. Ce sont ces comportements qui vont donner à l'informatique quantique toute sa puissance. Les ordinateurs traditionnels, tels que ceux que l'on utilise aujourd'hui, représentent l'information sous forme de bits, contenant uniquement des 0 et des 1. Les ordinateurs quantiques stockent quant à eux l'information de façon différente. Ils utilisent des quantum bits ou qubits. Dans ces bits, on peut stocker des informations bien plus complexes que dans des bits classiques. En effet, comme on vient juste de le voir, un bit classique ne peut être que dans ses états 0 ou 1, alors qu'un qubit peut, quant à lui, grâce à la superposition, stocker les informations dans une superposition de 0 et de 1, et cela ne constitue pas un troisième état, l'état superposé, mais bien une infinité d'autres états. Et ce qui est très original dans ce monde quantique, et qui s'applique donc à nos qubits, c'est que lorsqu'on va regarder l'état d'un qubit, on ne peut en fait observer qu'un 0 ou un 1 avec pour chacun une certaine probabilité, et pas les deux simultanément. Autrement dit, lire l'état d'un qubit, c'est ce qu'on appelle la mesure quantique, a pour conséquence de détruire définitivement son état de superposition. J'espère que je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent. Car le plus intéressant, c'est ce qui se passe quand on passe à l'échelle. Si un qubit est dans une quelconque superposition d'états, deux qubits vont permettre de superposer 2 puissance 2 égale 4 états. Pour le calcul, 10 qubits permettant de supporter 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 états, et ainsi de suite. C'est pour cela que l'ordinateur quantique peut doubler sa puissance de calcul à chaque qubit ajouté. D'où un gain exponentiel de puissance impossible à réaliser en informatique traditionnelle. Pour vous donner le vertige, pour 250 qubits en interaction, il faudrait environ 10 puissance 80 atomes classiques, ce qui est plus d'atomes qu'il y a dans l'univers visible. C'est cela de déchaînement quantique. Et ce déchaînement permet de résoudre des problèmes vraiment difficiles. Vous avez devant vous un grand nombre de 2048 bits qui résultent du produit de deux nombres premiers. Question, sauriez-vous identifier lesquels? Si oui, vous avez gagné 200 000 $, puisque c'est la somme qui est mise en jeu pour résoudre cette énigme. Mais comme c'est quand même relativement peu probable, puisqu'il faudrait 1 milliard d'années pour résoudre un tel problème avec un ordinateur classique, si on avait un ordinateur quantique, il nous faudrait seulement 100 secondes. Pour arriver à tout cela et à construire un ordinateur quantique, il y a quand même quelques menus défis à relever. Le premier de ces défis, c'est ce que l'on appelle l'impossibilité du clonage quantique. Vous avez reconnu Dolly. On ne peut pas recopier l'information au sein d'un ordinateur quantique sans l'altérer. C'est une sacrée contrainte. En effet, une autre particularité du qubit par rapport à un bit classique, c'est qu'il ne peut pas être dupliqué. En effet, pour pouvoir le dupliquer, il faudrait être capable de le lire, de sorte à préparer un autre qubit dans le même état. Or, on a vu qu'il était impossible de lire un qubit sans détruire définitivement son état. D'où cette impossibilité de le copier. La question est donc de savoir programmer un tel ordinateur alors que, 1, on détruit l'état du qubit quand on le lit, et que 2,
on ne peut pas le copier. L'enjeu de l'informatique quantique est donc de concevoir des algorithmes tels que les propriétés de superposition dont on vient juste de parler soient utilisées pour le calcul parallèle, tout en s'assurant que le résultat ne soit pas aléatoire. Je vois que vous me suivez toujours. Je vais donc poursuivre pour vous faire découvrir un nouveau défi. Voici la photo d'un ordinateur quantique à Copenhague, dans le laboratoire de Charlie Marcus, qui est un partenaire de recherche de Microsoft. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un gros frigo. Et le fait est que pour stabiliser l'environnement d'un ordinateur quantique, il faut opérer à la plus basse température possible sur Terre, moins 0,02 degrés Kelvin, c'est-à-dire 273 degrés 13 en degrés Celsius. C'est tout de même 100 fois plus froid que le froid profond de l'univers. Regardons maintenant notre frigo d'un peu plus près. L'ordinateur quantique va, quant à lui, être contrôlé par un ordinateur cryogénique qui opère dans un contexte de supraconductivité aux alentours de 4 degrés Kelvin, soit à peu près moins 273 degrés quand même. Moins 269 degrés, pardon. Le tout est piloté par un ordinateur classique qui exécute des algorithmes spécifiques permettant effectivement de programmer cet ordinateur pour le moins exotique. On pourrait faire le parallèle, quand on voit ce schéma, d'une fusée à 3 étages, 2 basés en gros sur l'informatique classique et 1 sur l'informatique quantique. C'est-à-dire que vous ne verrez probablement pas un tel ordinateur dans votre bureau demain matin. Et d'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près notre frigo, on va y trouver des puces quantiques, telles que celle que vous voyez à l'écran entre les mains de Satya Nadella, qu'il a présentée lors de la conférence Ignite la semaine dernière. Vu comme ça, une puce peut ressembler aux puces en silicium qui équipent déjà tous les ordinateurs de la planète. Mais en fait, pas du tout. Je ne vous détaillerai pas ici les spécificités de cette puce, mais gardez simplement en tête qu'on y trouve la fameuse particule dont on a parlé tout au bout de cette session, celle dont on avait fait l'hypothèse de l'existence. On va y revenir. Pour surmonter les extraordinaires défis permettant de construire un tel ordinateur, plusieurs voies sont possibles. Vous en voyez quelques-unes sur l'écran. On ne rentrera pas évidemment dans le détail de chacune aujourd'hui, faute de temps. Mais le deuxième pari fou dont je voulais vous parler en introduction, c'est que Microsoft a fait le pari, depuis l'origine, d'une approche résolument originale, reposant sur ce que l'on appelle un ordinateur quantique topologique. En fait, même si c'est un sujet dont on parle peu, on fait de la recherche en informatique quantique depuis le tout début des années 2000. Car ce genre de sujet qui nécessite de faire à la fois de la recherche fondamentale et appliquée ne peut pas s'appréhender en quelques petites années. À la fin des années 2000, Michael Friedman, que l'on voit à l'écran et qui a été lauréat de la médaille Fields 1986, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, et ses collègues de Microsoft Research ont démontré qu'il était possible de faire de l'informatique quantique au moyen d'une quasi-particule, non encore mise à jour à l'époque, et qui pouvait permettre de conduire à un changement de paradigme en termes de calcul. Ils ont appelé cette approche informatique quantique topologique. En 2004, après une meilleure compréhension du potentiel de l'informatique quantique topologique, vous voyez ici que grâce au qubit, vous pouvez à la fois avoir l'augmentation et les vacances. Donc en 2004, après une meilleure compréhension du potentiel de l'informatique quantique topologique, Michael Friedman est allé rencontrer le patron de la R&D de Microsoft pour discuter informatique quantique. Et c'est comme ça que tout a commencé, par un pari fou, reposant sur l'hypothèse de l'existence d'une particule que personne n'avait jamais vue. En 2010, les chercheurs de Microsoft ont démontré comment, en théorie, cette quasi-particule insaisissable, que l'on nomme le fermion de Majorana, pouvait être aperçue dans un laboratoire. Pour la petite histoire, un fermion de Majorana est aussi sa propre antiparticule. Par ailleurs, sa charge et son énergie sont nulles, c'est ce qui explique qu'il est si difficile de les apercevoir. Une fois de plus, à l'époque, on ignorait si cette particule existait vraiment. Et c'est en 2012, à travers une étape expérimentale très importante, que pour la première fois, un autre des partenaires de recherche de Microsoft, Leo Kovenhoven, construisit une expérience dans ce laboratoire de Delft, en Europe,
et qui devint effectivement le premier à détecter la preuve de l'existence de cette quasi-particule. Depuis, de nombreuses autres preuves de l'existence du fermion de Majorana ont été données. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi se donner tout ce mal? On a vu précédemment qu'un ordinateur quantique doublait sa puissance de calcul à chaque bit, qubit ajouté, d'où un gain exponentiel de puissance. Mais un défi apparaît très rapidement car il est difficile, très difficile, d'augmenter le nombre de qubits. Et la moindre perturbation de l'environnement peut détruire tout l'ensemble. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Aujourd'hui, construire un ordinateur quantique revient un peu à tenter d'empiler des petites pierres sur la plage, comme on le voit sur notre image. Plus vous en empilez, plus l'ensemble devient instable. Au vu de ces limitations, nous avons pensé que la voie la plus prometteuse pour passer à l'échelle consistait à développer un qubit plus stable, nommé donc qubit topologique. Comme on le voit sur ce tableau, un ordinateur quantique topologique permet tout à la fois de bénéficier d'une durée de vie 10 milliards de fois plus longue que les autres technologies, mais aussi de nécessiter entre 1000 et 10 000 fois moins de qubits physiques pour mettre en œuvre chaque qubit logique. En effet, les autres qubits stockent l'information sous forme d'états volatiles qui sont perdus en un instant, un peu comme si on faisait un tableau en sable. Les qubits topologiques, eux, stockent l'information sous une forme beaucoup plus stable, un peu comme un nœud sur une corde. Quoi qu'il arrive à la corde, même si on la déforme, le nœud reste. Et le fait est qu'on tresse, donc on fait des nœuds, des fermions de Majorana pour créer un tel ordinateur quantique topologique. D'où le nom de cette approche, puisque la topologie est une branche des mathématiques qui étudie les déformations spatiales par des transformations ne résultant ni d'arrachement ni de recollement. Mais une fois construit un tel ordinateur, il reste à le programmer. Le défi est donc aussi logiciel. Microsoft, toujours lors de la conférence Ignite la semaine dernière, a annoncé la mise à disposition prochaine d'un nouveau langage de programmation pour l'informatique quantique. Ce langage est intégré dans Visual Studio et comprend un simulateur d'ordinateur quantique qui fonctionne sur un poste de travail, mais aussi sur notre cloud Azure, en supportant jusqu'à 40 qubits dans cet environnement simulé, ce qui est unique au monde. Ce nouveau langage de programmation comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour un développement dans un environnement quantique, le débogage, évidemment, mais aussi le traitement de l'utilisation de qubits, de bits, de mesures, ainsi qu'un langage entièrement nouveau qui est capable de générer du C#. En résumé, ce que nous venons d'annoncer, c'est le moyen de démocratiser le quantique, comme depuis quelques années, nous avons démocratisé ou tenté de le faire, l'intelligence artificielle. Pour les geeks qui sont dans la salle, il y en a certainement, ils sont peut-être au fond, je ne sais pas. Voici un exemple de programme quantique qui permet de téléporter un qubit. Évidemment, programmer, ça sert à écrire des applications. On va donc terminer cette session plénière en évoquant quelques-unes des applications sur lesquelles nous avons commencé de travailler depuis quelques années et qui sont très prometteuses. Les ordinateurs quantiques nous emmèneront bien au-delà de ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, en accélérant des années de travaux de laboratoire pour les réduire à quelques minutes ou heures, en permettant des calculs qui auraient mis plus de temps que la vie d'univers sur un supercalculateur, nous permettant de les réaliser en quelques heures ou jours. Les perspectives pour notre monde et notre société sont immenses. En voici 4 exemples concrets. Premier exemple, la fixation de l'azote. Aujourd'hui, fabriquer des engrais repose sur un procédé qui a été inventé au début du XXe et qui utilise énormément d'énergie. 400 degrés, 200 atmosphères. À l'heure où l'on parle, ça représente entre 3 et 5% de la production de gaz naturel et de 1 à 2% de la consommation d'énergie dans le monde. Autrement dit, c'est très cher. Modéliser des engrais peu coûteux à fabriquer afin d'améliorer le rendement agricole des pays en voie de développement afin de lutter contre la faim dans le monde nécessiterait un ordinateur quantique d'environ 100 à 200 qubits. Deuxième application, la capture de l'oxyde du carbone. Vous le savez, on parle là d'un des enjeux les plus cruciaux pour notre planète préférée. Pour réduire le réchauffement climatique, il faudrait capturer l'oxyde de carbone directement depuis l'air, et ceci depuis n'importe quel emplacement. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire sauf sur des endroits
bien précis comme des usines qui utilisent des combustibles fossiles, parce qu'avec les technologies actuelles, la capture du CO2 sur le lieu même de sa génération, par exemple depuis un avion ou une voiture, ça nécessiterait une augmentation de 20 à 90% du coût de l'énergie consommée, ce qui est inenvisageable. Pourtant, si on était capable de faire cela, on pourrait par exemple créer une nouvelle peinture pour les immeubles qui capturerait le CO2 dans les villes. Modéliser un catalyseur capable d'extraire le CO2 de l'air nécessiterait un ordinateur quantique d'environ 100 à 200 qubits. Troisième application, la conception de nouveaux matériaux. Concevoir de nouveaux matériaux nécessiterait d'être capable aujourd'hui de résoudre la fameuse équation de Schrödinger pour un nombre significatif de particules, afin par exemple de concevoir des supraconducteurs à température ambiante pour le transport de l'énergie. Quand on sait que 6,5% de l'énergie est aujourd'hui malheureusement perdue dans les lignes de courant, on perçoit tout de suite l'enjeu pour notre société et notre environnement. Or, c'est malheureusement impossible avec un ordinateur quantique, alors qu'avec un ordinateur quantique, je parlais d'un ordinateur classique à l'instant, il faudrait quelques centaines ou milliers de qubits. Quatrième et dernière application, le machine learning et donc l'intelligence artificielle. Bien sûr, le machine learning est aujourd'hui très largement utilisé pour reconnaître la parole, traduire en temps réel et beaucoup d'autres applications, mais il faut savoir que les algorithmes qui sont mis en œuvre aujourd'hui dans ce cadre reposent sur un apprentissage utilisant des approximations. Les ordinateurs quantiques pourraient permettre de remplacer ces approximations par des solutions exactes pendant l'apprentissage, ce qui changerait complètement la donne dans ce domaine avec juste, entre guillemets, quelques centaines ou milliers de qubits. Ce que nous venons de voir ensemble constitue, à n'en pas douter, un véritable saut quantique, pris à la fois au sens propre et au sens figuré. C'est Jean Kelevitch qui nous disait « L'homme est infiniment grand par rapport à l'infiniment petit et infiniment petit par rapport à l'infiniment grand, ce qui le réduit presque à zéro. » Je ne sais pas si l'informatique quantique fera grandir l'homme, mais elle lui donnera certainement le pouvoir de prendre son destin en main. Je suis pour ma part convaincu, c'est vrai, je pense que vous avez été prévenus, j'espère que vous avez réussi à suivre. Je suis pour ma part convaincu qu'il est possible pour nous, habitants de la planète Terre, de tirer le plein parti et le plein potentiel de cette informatique quantique qui est en train d'arriver très bientôt, pour nous aider au quotidien afin de nous permettre, en paraphrasant Newton, de voir plus loin en montant sur les épaules de géants. Il me reste, après ce petit voyage au cœur du monde quantique, à vous remercier pour votre présence ce matin et à vous engager à faire un plus grand voyage au sein de Microsoft Experience. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci.